Donc tout de suite, on passe à la deuxième présentation avec le professeur Charaibi. Comment présenter le professeur Charaibi? C'est un ex-enseignant à la fac de médecine de Rabat, ex-chef de service d'endocrinologie SHU Rabat, ex-président de l'ASMEDIAN, une association avec qui nous avons appris beaucoup de choses, nous, en tant que médecins généralistes, médecins omnipraticiens. Actuellement, عميد كلية الطب أكادير، ولكن أتساءل هل هو كذلك عمدة؟ لأن عمدة مدينة أكادير بالإضافة إلى عميد، لأن لقينا تسهيلات من طرفكم باش نجيو. جو سي لأن العمل التسهيلات اللي عطى الام جي باش دير الكونغري في أكادير فريمون سي énorme. Donc merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup pour vos soutiens à AMG Maroc et je vous cède toujours la parole pour... Il va nous traiter les corticoïdes et le diabète. Très bien. Shukran. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, je suis avec vous à Agadir pour ce congrès pour la deuxième année consécutive et pour ma deuxième conférence dans ce congrès parce que jeudi, j'ai fait une conférence en arabe et j'étais très heureux de le faire. Alors, justement, et je remercie aussi le comité d'organisation d'avoir programmé un thème sur les maladies métaboliques. Alors, on a entendu très bien Rizlan, Barh, c'est Othman Tzazi. Alors, justement, ce problème de corticothérapie, il était déjà un petit peu évoqué jeudi par Si Moussaïn pour les topiques, les collyres. Et il a dit... à juste titre, je suis d'accord avec lui, qu'a priori, ce n'est pas une prescription de médecins généralistes, les collyres, parce qu'il y a des problèmes, parfois viraux, et qui peuvent même donner des kératites avec, avec des problèmes de perte de vue. Alors, bon, j'aurais tendance à dire la même chose, mais d'une manière nuancée, parce que de toutes les façons, l'on sait très bien que l'omnipraticien, c'est le gatekeeping, c'est le médecin de première ligne et il est évident que beaucoup de pathologies nécessitent le plus souvent une corticothérapie de courte durée. Alors pour les corticothérapies de longue durée, c'est un autre problème et c'est là justement où on peut avoir en principe les complications. Alors, si vous avez remarqué en bas, j'ai mis le logo de l'Académie de médecine de France. Parce que cette conférence, je l'avais présentée il y a quelques mois dans un webinaire maroco-français dans lequel il y avait des participants de la France et du Maroc, notamment 4 participants, 4 orateurs marocains, dont 3 doyens, ceux de Oujda, de Laayoune et d'Agadir. Alors, l'agenda que je vous propose, après un bref mot d'introduction, quelques mots sur l'épidémiologie, la physiopathologie, justement, de l'état sous corticothérapie, comment la physiologie change vers la pathologie, certains facteurs favorisants ou de risque, la prise en charge et un mot de conclusion. Alors effectivement, je reviens au siècle dernier. C'est de la nostalgie. Lorsque j'étais étudiant, et ça me fait plaisir que j'ai rencontré quelques collègues et amis qui ont fait les études aussi le siècle dernier, et aussi quelques étudiants qui ont passé dans le service. Alors, lorsque j'étais étudiant, comme vous, j'avais appris quelque chose, une règle importante en matière de corticothérapie. Les corticoïdes sont des médicaments très efficaces, mais très dangereux. Très efficace, mais très dangereux. Alors, lorsque j'ai évolué et j'ai commencé ma spécialité en endocrinologie et maladies métaboliques, je me suis affronté à un paradoxe. Alors que les indications de la corticothérapie en endocrinologie et maladies métaboliques sont rarissimes, les complications métaboliques, endocrino-métaboliques, sont importantes.
قبيلة ريزلان تكلمت على l'hypertriglycéridémie. Maintenant, je parle du diabète sucré, mais aussi la freination de l'axe hypothalamo-hypophyso-corticotrope qui peut emmener dans sa variante aiguë vers la mort, vers l'insuffisance surrénalienne aiguë. وزيد على هذا الشيء يمكن نتذكروا على l'automédication مع الأسف. Et pour l'histoire, puisque Gunna c'est un ancien sujet qui est toujours d'actualité, il faut savoir que c'est en 1941, dans le cadre de la médecine expérimentale, que c'est Engel qui a voulu voir que font ces corticoïdes, ces molécules nouvelles sur un organisme quelconque. Donc, et c'était justement sur les rats. Et effectivement, il a découvert, il a démontré qu'il y a un diabète cortico-induit. Et c'est la première fois que ce terme diabète cortico-induit a été introduit. Alors, concernant la prévalence du diabète cortico-induit, alors, il est difficile, comme on peut le concevoir, à établir, tant elle dépend du terrain, de la dose, de la durée et de la nature de la corticothérapie. Tous facteurs confondants qui peuvent varier. Donc, il y a un éventail important. Mais d'une manière générale, certains auteurs, et surtout des médecins internistes, qui utilisent beaucoup de la corticothérapie, disent, après l'âge de 50 ans, cette situation de prévalence de diabète cortico-induit dépasse les 20% après quelques semaines de traitement à une dose d'entretien de 0,25 mg par kilo de poids. Et là aussi, ces mêmes internistes disent que la prévalence du diabète cortico-induit pourrait atteindre 18,6%. Et celui des dysglycémies sans diabète qui dépasse 32%. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. Avec un risque relatif, toujours dans la même étude, risque qui est multiplié par 1,36 à 2,31. Plus que 2 fois plus de risque chez le patient qui est circonscrit de développer un diabète sucré. Et là aussi, toujours les internistes, ils estiment que environ 11% de l'ensemble des patients sont traités par des doses importantes de corticoïdes, avec 64% de patients qui développent au moins un épisode d'hyperglycémie et près de la moitié un diabète. Alors, d'une manière générale, vous savez que le diabète, c'est type 2 d'abord, puis type 1, et il y a quelques pourcents, ce qu'on appelle de diabète secondaire, notamment au Cushing, notamment à... Et parmi les diabètes secondaires, il y a quand même 2% de tous les diabètes qui sont dus à la corticothérapie. Alors, إذا حسبنا على الأقل 2 مليون ديال المغاربة فيهم السكر, actuellement, on doit avoir 40 000 diabètes cortico-induits. C'est beaucoup. Alors, justement, un mot de la physiopathologie. Un mot de la physiopathologie. Alors, tout repose sur l'insuline. L'insuline, c'est la seule hormone hypoglycémiante, bien sûr. Et donc, cette corticothérapie, comme on va le voir, va contrecarrer l'action de l'insuline. Et donc, elle va provoquer une insulino-résistance. Et plus que l'insulino-résistance, on va le voir. Mais d'abord, que fait l'insuline en physiologie? Alors, l'insuline, tout d'abord, pour baisser le taux de sucre dans le sang, elle diminue ce qu'on appelle PHG, la production hépatique du glucose. Elle diminue la néoglucogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose par le foie par des produits non glucosés, notamment les produits de la lipolyse. Et cette insuline freine aussi la lipolyse pour qu'elle n'alimente pas le foie de produits comme le glycérol lactate qui sont des produits glucoformateurs. Alors, autre chose, évidemment, l'insuline va éponger en postprandial, c'est pas cité ici,
Au niveau du foie, un autre, et ce n'est pas marqué ici, l'insuline va éponger en postprandial l'excès de glucose et le mettre sous forme de glycogène, d'un produit, un embranchement de milliers de molécules de glucose. De la même manière, au niveau du muscle, voilà, au niveau du muscle, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Justement, bien sûr, le muscle, c'est l'organe par excellence qui a besoin d'oxydation. Donc l'insuline va faciliter la glycolyse et donc la production d'ATP. Et donc, c'est ainsi que la glycémie peut baisser dans le sang. Mais aussi, les réserves propres de glycogène, en cas de besoin, le muscle va utiliser ces réserves de glucose, la réaction inverse, et va produire du glucose. Alors que le foie, le glycogène au niveau du foie qui est autour de 400 grammes, il va vers d'autres tissus qui ont besoin de glucose, en particulier le cerveau. داكشي علاش ملي تنقري انا هذا لو كور ديال لا ريغولاسيون دو غليسيمي لي يمكن دي كوليغ ici qui ont suivi le DU de nutrition à Rabat تنقول لهم هنا داك المثله ديال الكبده الحنينه والكبده حتى تحن لان داك لي 400 غرام اللي عندها تتفرقهم لو مسك ما تيحنش تيعرف غير راسو صافي هادشي اللي عطا الله. Alors que fait justement, que font les corticoïdes? Ils vont contrecarrer et s'opposer à l'action d'insuline. Ils vont créer un climat d'insulinorésistance. Donc, on aura la production hépatique de glucose kaina, on aura la lipolyse qui va alimenter les acides aminoglucoformateurs, et on aura le muscle aussi, il garde son glucose, mais avec la fente musculaire. La fente musculaire va donner les protéines, des acides aminés. Et il y a des acides aminés glucoformateurs. Aussi, le foie, voilà, aussi ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Alors, finalement, au niveau du foie, voilà ce qu'on a vu. La néoglucogénèse et l'augmentation de synthèse des triglycérides. Au niveau du muscle, là aussi, il y a une protéolyse importante et une diminution de la captation du glucose. Mais au niveau du tissu adipeux, comme on a vu, oui, là, il y a aussi une lipolyse importante. Et mieux que cela, les corticoïdes, au niveau même du pancréas, ils entraînent une diminution de l'insulinosécrétion. Donc, tout concourt vers, justement, un antagonisme de l'insuline. Et donc, une hyperglycémie. Donc, si on intègre tout ce qu'on a vu en matière de pathologie, déjà, les pathologies inflammatoires, qui nécessitent le plus souvent une corticothérapie au long cours, entraînent une insulinorésistance. Déjà. L'obésité, syndrome métabolique, ajouter à cela la prédisposition génétique, les corticoïdes vont aggraver la situation. Et on aura, malheureusement, la dysglycémie. Alors, il y a une notion importante sur cette diapositive qui est ce qu'on appelle la pharmacogénétique. Et vous avez sûrement parlé des malades répondeurs ou non répondeurs à une certaine médication. D'abord, l'évolution de la médecine va vers ça. Va vers justement, puisqu'on a maintenant déchiffré le génome humain, l'évolution, pour chaque maladie, on essaie justement de voir certains polymorphismes de la maladie pour prédire avant même que ce médicament va répondre, va donner une action ou pas. C'est pas la peine, en pratique, on donne les médicaments, on dit, malgré ce que le médicament est efficace, mais chez 10% et 15%, il n'y a pas de répondeur, donc il faut changer. Mais avec la pharmacogénétique, si on développe la génétique, on peut savoir, avant même de prescrire une médication, quels sont les répondeurs ou les répondeurs aux médicaments. Et justement, pour la corticothérapie, il y a aussi des sujets qui font des complications importantes, alors qu'ils ont
prennent une petite dose pendant une petite durée. D'autres, ils prennent pendant une durée importante, ils ont moins de complications. Pourquoi? Parce que justement, c'est la génétique là qui agit aussi, par les polymorphismes. Alors, justement, après cette épidémiologie, cette physiopathologie, quelques mots sur les facteurs de risque. Bon, on les sait, on les connaît tous, ils sont évidents. Des doses élevées, la prénisolone, l'hydrocortisone, 50 mg, la dexaméthasone, la durée prolongée de la corticothérapie, le surpoids et l'obésité, le diabète, l'âge avancé, le prédiabète, l'immunosuppresseur, les antécédents familiaux de diabète, le syndrome métabolique, le syndrome des ovaires polykystiques, la précarité, les migrants. C'est un facteur prédisposant à faire plus de complications de la corticothérapie que d'autres. Donc, le médecin prescripteur de cette corticothérapie, si jamais il l'a à la prescrire, il faut qu'il prenne en considération tout ça, parce que ce sont ces sujets qui, justement, vont faire du diabète cortico-induit. Heureusement que tous les malades qui sont sous corticoïdes ne font pas de diabète sucré, heureusement. Alors, la dose quotidienne est cumulée aussi, évidemment, évidemment. C'est un rapport de 1 à 6 pour une dose quotidienne de 3 à 20 mg d'équivalent hydrocortisone. Évidemment, plus la dose, plus... La prédnisone et la dexaméthasone, bien sûr, la dexaméthasone, c'est le médicament qui donne le plus de diabète cortico-induit, suivi par la prédnisone. Les formes retard, on va en parler, mais en principe, il ne faut pas les prescrire, sauf dans certaines indications, par les rhumatologues, les infiltrations intra-articulaires. Bon, les topiques, il y a aussi les pommades, les crèmes, il y a aussi les aérosols. Là aussi, a priori, si on prescrit la dose, disons, optimale, et que la durée n'est pas importante, et que la surface, surtout là, attention, la surface pour le bébé, le bébé, donc ça peut donner, parce qu'il y a une absorption. Bon, il y a un produit, bon, dans ce webinaire, j'ai appris que les internistes l'utilisent beaucoup, le Deflazacort, qui n'est pas disponible en France, mais qui l'est au Maroc, qui aurait, si jamais on prescrit la corticothérapie au long cours, qui aurait moins d'effets métaboliques que la prédnisone, par exemple. Le nom commercial, je m'apprête à aller. Defax, 6 mg, je pense. 6 mg, oui, 6 mg. 6 mg. Alors, justement, puisque c'était un webinaire maroco-français, j'ai cherché quand même un travail français et qui a après au Maroc, au Maghreb. Alors, c'était une thèse soutenue en 2016. Alors, le sujet, c'était l'identification des facteurs prédictifs du diabète cortico-induit, proposition d'un protocole de surveillance pour les médecins généralistes. Alors, qu'est-ce que, dans sa thèse, l'un des principaux résultats découverts, c'est que déjà, l'origine maghrébine, pour les sujets qui sont bien sûr travaillés en France, le risque relatif, 4,62. Donc déjà, étant maghrébin en France, on a quasiment 5 fois plus de chances d'avoir un diabète cortico-induit qu'un Français. Alors, là, je reviens au topic. Alors, dans cette étude, quand même, il y a quand même un risque qui a augmenté de 20%. Attention aux corticoïdes locaux. Tu sais, malheureusement, عندي واحد السيده من لا فامي ديما تدير واحد لا كريم تاخذها من لا فارماسي بيان سور sans ordonnance بحال داكشي ديال نيفيا وداكشي وهي سي دي كورتيكويد قلت لها انا على الشيطان قالت لها تيولم مني داكشي هذا بون je ne sais pas est-ce qu'elle va avoir une ostéoporose قبل الوقت ولا un diabète ولا un hypertension artérielle en tout cas elle est à la fois diabétique et hypertendue على كل حال donc attention justement là il y a une différence entre un diabète
un diabète cortico-induit, c'est-à-dire cortico-induit, c'est-à-dire avant, a priori, on a fait le bilan, il n'y a pas de diabète. Et voilà le son glycémique. Pour, après prise de prédnisone, parce que c'est le corticoïde de référence. Sauf la glycémie, mais un diabète cortico aggravé, il est déjà une hyperglycémie. Donc il aggrave. Donc la différence, c'est ça. Et du point de vue thérapeutique, on va voir la différence entre les deux. Quel est l'impact thérapeutique entre un diabète cortico-induit et un diabète cortico-aggravé. Les complications dégénératives, surtout les cas de corticothérapie au long cours, c'est les mêmes que celles observées. Mais c'est un risque majoré, parce que les corticothérapies, ils ont aussi un impact vasculaire. Et ils aggravent la coronaropathie et l'artérite. Donc attention. Du point de vue thérapeutique, très simple, très simple. Il y a la probabilité de déséquilibre chez le diabétique traité élevée, glycémie élevée, hémoglobine, sujet âgé, etc. Alors, a priori, il faut veiller, parce que, a priori, la corticothérapie n'est jamais une urgence. Bon, il faut essayer d'équilibrer le diabète avant la corticothérapie. Bon. Sauf urgence, alors je parle d'urgence lorsque quelqu'un, par exemple, qui a une attaque d'asthme importante, par exemple. Mais de toute façon, heureusement que la corticothérapie est de très courte durée, donc l'impact est minime. Alors, il est quand l'impact est faible, c'est un sujet qui est diabétique ou équilibré, ou la non-diabétique, en principe, il faut renforcer les surveillances. Il est qu'un diabétique, il faut renforcer l'équilibre. Il est qu'un diabétique, il faut s'attendre, il faut toujours renforcer. Par quoi? Par les glycémies capillaires, l'autocontrôle glycémique, qui est important. Alors, justement, les objectifs sont les mêmes en cas de corticothérapie au long cours. L'hémoglobine qui est moins de 7, lorsque le traitement est court, on peut à la limite, parce que on peut à la limite tolérer des glycémies entre 1,5 et 2,5. Parce qu'à partir de 2,5, on risque d'avoir une cétose. On peut tolérer pendant quelques jours. Le temps peut être d'introduire la diététique, d'introduire peut-être l'insuline, comme on va voir. C'est pas grave. Mais la chose importante, le traitement sera revu à chaque palier de décroissance de la corticothérapie. Parce que le risque, c'est que le diabète, le sujet risque de vous faire des hypoglycémies, si jamais on introduit une thérapeutique quelconque, en cas de diabète cortico-induit ou la cortico-aggravée. Alors, mesure hygiénétique, avec la particularité, la postprandiale. Le cycle glycémique, il y a une postprandiale, parce que la prédnisone qui a une demi-vie de 6 heures, elle va surtout faire élever la glycémie pendant la matinée. L'activité physique, bien sûr. Alors, pour le diabète de type 2, poursuivre notre traitement oral, où là, il faut l'introduire. On utilise les insulinosensibilisateurs toujours parce qu'il y a une insulinorésistance, notre chère metformine. Alors, on peut utiliser différentes catégories, mais actuellement, comme traitement oral, actuellement, les agonistes de récepteurs de GLP-1 ont une place intéressante au niveau de la glycémie postprandiale. Mais on peut utiliser aussi les inhibiteurs de PP4 et les inhibiteurs de SGLT2. On peut en discuter si vous voulez. Bon, sulfamide, c'est une efficacité très, très limitée. Alors là, c'est un rappel rapide de mode d'action des incrétines et des incrétinomimétiques. Donc, il y a des effets qu'on peut dire pléotropes au niveau de cerveau, il y a diminution de la satiété, au niveau de diminution de la vidange gastrique, au niveau parfois même pancréatique. C'est des médicaments pancréatico-protecteurs, c'est très bien. Là, c'est un rappel de mécanisme d'action des inhibiteurs de SGLT2, ce sont des produits glucorétiques. D'ailleurs. Alors, donc justement, si on prescrit la prédnisone, a priori, si on veut associer une insuline, c'est une intermédiaire qu'il faut donner. Ou une rapide, gars. Parce que l'injection de soirée, la glycémie là, on peut être. Donc si vous donnez 2 insulines intermédiaires, vous risquez d'avoir des hypoglycémies. Si on doit prescrire de l'insuline.
Alors, la dernière diapositive, il me reste 1 minute. Donc, lorsque vous prescrivez une corticothérapie qui dépasse 0,5 mg par kilo par jour, diabète préexistant, ما كاينش كاين un facteur de risque au moins اللي تنعرفوا ما كاينش éducation وتبع عادي ما كاين والو كاين un facteur de risque رد بالك il faut surveiller la glycémie إذا كانوا si on s'assure que il y a un diabète c'est un diabète cortico-induit راه كاين diabète sinon نرجعوا للبلاد وهنايا إذا كانت l'hémoglobine glycée qui dépasse 6,5 c'est-à-dire vous avez déjà un diabète نشوفش انا مزيان الميكرو ما عنديش pas grave alors il y a un risque de diabète cortico aggravé اسمح لي il y a un risque de diabète cortico aggravé ici. Alors, il faut instaurer ou renforcer la surveillance, bien sûr. Débuter une insulinothérapie, on peut en discuter par des insulines rapides ou intermédiaires. Et bon, vous avez une idée sur les doses et suivre. Bon, à ce moment-là, on va discuter avec le spécialiste éventuellement. Est-ce que c'est une corticothérapie courte durée? Auquel cas, à chaque fois, il faut faire des glycémies capillaires 2, 3, 4 fois par jour, parce que surtout si on dégraisse la corticothérapie, il faut diminuer le traitement, sinon les hypoglycémies. Si le sujet a une corticothérapie au long cours, donc ça, a priori, il faut le confier au spécialiste. Alors, هذه la conclusion et واحد نظرة شاملة على الكليات الجميلة اللي مازال ما زارها. Alors, bon, c'est des choses, je dirais, évidentes, parce que la corticothérapie va antagoniser l'action de l'insuline. Et pour insister sur la prise en charge coordonnée du médecin généraliste homéopathicien avec le spécialiste éventuellement, et surtout, le problème d'automédication. Alors, c'est-à-dire, je dirais à la fin, comme je le dis à l'introduction, vous êtes autorisé en temps, vous devez le faire, parce que l'indication de la corticothérapie, elle est très large, mais en courte durée, 3, 5, 7 jours maximum. Alors, au-delà, il faut passer la main, à mon sens, aux spécialistes, surtout si, par exemple, je dirais par exemple un asthme qui est aggravé et tout, donc auquel cas c'est la corticothérapie à dose minimum efficace ou là une autre maladie quelconque. Mais le médecin généraliste, à mon sens, il faut qu'il pose bien l'indication de corticothérapie et voir le terrain justement adéquat et le suivre, surtout si la corticothérapie dépasse, je dirais, les 5 à 7 jours. Merci beaucoup. Merci, professeur Charibi, merci pour cette présentation, vraiment qui était très claire, très pertinente comme accoutumé. 2 questions, pas plus. Je vais être autoritaire cette fois-ci. La première. S'il vous plaît, monsieur, comme l'insuline a un effet de lipolyse, pourquoi les malades qui sont sous insuline développent une obésité, surtout abdominale? Alors, l'obésité abdominale est en principe un marqueur ou un facteur de risque de l'insulinorésistance. D'accord? Donc l'insuline, c'est un produit qui diminue la glycémie, qui justement freine la lipolyse, mais l'obésité abdominale, c'est une localisation particulière des graisses chez des sujets le plus souvent prédisposés génétiquement. Alors, si l'insuline, justement, va favoriser ça peut-être, ou là, avec la prise de poids, c'est des sujets prédisposés à faire de l'obésité abdominale. Ou là, ça sera une prise de poids globale,
d'une manière générale. Pas spécifique à l'asthme, sauf s'il y a une prédisposition génétique à le faire. D'accord, encore une fois, merci professeur Charibi, merci pour cette présentation, merci au laboratoire Abbott.